Asseyez-vous parce qu'il faut qu'on parle. Débriefing des premières journées à Rio et à Doha. Des choses à dire. Des choses à dire. On a eu des beaux matchs. On a eu des matchs de qualité et on a eu des matchs un petit peu inquiétants, on va dire, hein, quand même, il faut le dire. Je vais pas m'attarder sur tous les matchs, voilà, notamment le match d'O'Connell, bon, contre Habib, intéressant, O'Connell dans son texte, on va dire, dans son élément. Habib qui est un joueur assez puissant quand même. Euh, je l'avais déjà vu en qualification, notamment cette année à l'Open d'Australie. Donc c'est un joueur qui est assez puissant, mais un peu brouillon. Voilà, ça fait partie de ces joueurs qui ont du potentiel, mais il faut qu'il cadre un petit peu tout ça. O'Connell, lui, bon, bah, il a été fidèle à lui-même, un bon service. C'est un bon contreur, hein, donc contre ce genre de joueur, il arrive à remettre dans le terrain, être un petit peu plus patient. Donc voilà, O'Connell, c'était solide. Notre cher Grigor, là, Dimitrov, je sais pas trop, parce que les HK, il fait un début de match, bon, on sent qu'il est un peu crispé. Il y a tout de suite des balles de break pour Dimitrov, qui n'a pas l'air plus impliqué que ça pour les convertir. Derrière les HK, bah, il fait du HK, il prend confiance et c'est lui qui break derrière. Et bah, les HK, c'est solide en fait. Les HK, c'est très très solide, on le savait. Mais là, cette partie contre Dimitrov, moi, Dimitrov, il m'a pas donné envie là. Là, j'ai retrouvé un Dimitrov approximatif, pas plus combattant que ça. Et derrière, les HK qui, lui, est toujours dans cette idée, à part quand il est blessé, il a vraiment une mentalité à la Berdych, quoi. Bon, peut-être avec un peu plus de fair play. Mais les HK, ça a servi fort, ça a joué juste et puissant. Moi, les HK, quand ils jouent comme ça, c'est super intéressant à suivre, hein. Donc, moi, je ne serais pas étonné qu'ils fassent un petit résultat sur le dur américain et peut-être déjà sur ce tournoi, effectivement. Donc, Grigor, là, je ne sais pas trop ce qu'il a essayé de nous proposer hier. J'ai l'impression qu'il est venu un peu comme ça en découvrant le style de l'HK. Une bonne pastille rouge là sur notre ami Dimitrov. Bon, le fait qu'il a bien servi, bah, c'est un petit peu ce qui l'a maintenu dans le match, mais dès que l'échange s'est installé, Dimitrov, il a pas trouvé de solution et j'ai eu cette impression aussi qu'il n'a pas essayé d'en chercher des solutions. Donc, petit flop là sur notre ami Dimitrov, aussi parce que les HK jouent super solide, mais on a connu un Dimitrov plus impliqué, on va dire. Les HK, prochain tour, ça va affronter du Marozan. On verra ce que ça donne, on en parlera dans les pronos. Fabien de Marozan, lui, qui hier jouait Aziz Dougaz. Alors, Marozan, hier, en regardant le match, je me suis dit, c'est un match qu'il doit gagner 6-2, 6-2. Objectivement, il y a eu des bonnes séquences d'Aziz Dougaz. C'est un bon serveur, un gaucher. Voilà, c'est un joueur qu'on retrouve en qualif. C'est un joueur qui peut sur un tournoi titiller. Ce serait plus un joueur de surface rapide que surface lente, de ce que j'ai vu. Un mec qui va vers l'avant, pas un mauvais volleyeur, un gaucher, bon. En renvers, c'est pas très solide. Il y a des fulgurances, mais ça manque de comment dirais-je, de consistance. Et Marozan, hier, il avait tout pour plier ce match, hein. Mais dans le premier set, des centaines de balles de break non converties, des fautes un peu stupides à la Marozan, quoi, parfois, des fautes en longueur qui sont largement évitables. Et si ce gars-là réussissait un petit peu à ranger les tiroirs et à sortir les bons coups au bon moment, et ben ça nous fait du Marozan Alcaraz à Rome, quoi. Ça peut jouer top 20 mondial. Donc il a tout plein de qualités, il se déplace plutôt bien, il a une frappe de balle assez lourde. Il faut que ça se range un petit peu, donc il gagne quand même en 2-7. Donc pastille verte pour notre ami Marozan, qui s'est fait respecter. Mais point d'amélioration, je pense qu'il faut qu'ils réfléchissent un petit peu plus sur le court. Et, vous savez, il y a un tas de joueurs comme ça que je mets dans la même catégorie. Les Virtanen, les Karatsev, les Safiulin, les Marozan. Tous ces gars-là, on peut y mettre de temps en temps Grixpour aussi, hein. Des gars qui ont une frappe de balle, une puissance de frappe qui est impressionnante, mais c'est un peu dur ce que je vais dire, mais qui n'ont pas de cerveau.
Donc si vous voulez, ouais, un petit peu parfois Marozan, il y a du jeu et quand on voit, on me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Hier, il a eu du cerveau, notre cher Marozan, parce que il a réussi à jouer plus juste dans le deuxième et ça s'est soldé par un 2-7, un très bon 2-7, c'était 7-5, 6-3 si je ne m'abuse. On va passer rapidement sur Carlos Alcaraz, hein, qui a été en patron face à Marin Cilic. Match crispé un petit peu, on joue Marin Cilic, bon, Marin Cilic dans quel état il est, il fait un début de match plutôt bien, c'est l'âge, hein, on sent que c'est compliqué de tenir dans le temps un match de cette intensité contre ce genre de joueur. Cilic, il peut plus. Le Cilic d'il y a 5 ans, 6 ans, très certainement qu'il y aurait eu un gros combat. Mais il a tenu son rang par rapport à son niveau actuel. Et Carlos Alcaraz en patron, qui a été nickel. Franchement, Carlos, bah, quand il joue comme ça, il nous régale. Il nous régale. Et hier, on sent qu'il a, voilà, il s'est mis en jambes, il se teste, il tente des choses. Puis il a cette main, quoi. Mon Dieu, mais cette main divine de Carlos Alcaraz. Il va nous régaler pendant ce tournoi, donc ça va être sympa. Car si je ne m'abuse, ce sera soit du Zhizheng Zhang, soit du Luca Dardi. Donc bon, ça devrait plutôt bien se passer pour l'ami Carlitos. On a parlé tout à l'heure d'O'Connell. O'Connell donc qui affrontera Jack Draper. C'était super intéressant ce qu'il a proposé contre Popyrin. Hein. Franchement, c'était super intéressant. Parce que Popyrin, alors il fait un premier set assez dégoûtant. C'est un peu pareil que pour Dimitrov, c'est-à-dire qu'on attendait de la Popyrin, moi j'attendais de lui qu'il serve mieux que ça, comme il a fait dans le premier set, il a passé très peu de premières balles. C'était laborieux pour Popyrin, dans le jeu, on a senti que c'était chaud, quoi. Dès que l'échange s'est engagé, waouh, il jouait pas juste, quoi. Mais aussi, donc il y a les intentions de Popyrin. On l'a pas revu là comme cette anomalie qu'il y a eu à Montréal, mais un Draper qui a été punaise. Punaise, il obligeait de Popyrin à jouer encore plus de coups, encore plus. Niveau de jeu de Draper, là, la qualité de déplacement, la précision en coup droit comme en revers de ce mec là, et la qualité de première balle, waouh, Draper sur ce tournoi, s'il joue comme ça, on va parler franchement, hein. Si Draper il joue comme ça, il peut largement être finaliste. Hein. Franchement, là c'est du très lourd. Sur sa route, il aura du Djokovic dans sa partie de tableau, très probablement en quart de finale. Et très certainement en demi du Alcaraz. Mais ça va être des matchs super intéressants. Et moi je pense que Draper il peut aller titiller Djoko, voire même le battre. Ça dépendra de son premier tour face à Berrettini, parce que c'est un premier tour piège, on y reviendra. J'ai hâte de voir ce que va donner Draper. Rio de Janeiro. Autant à Doha, on a eu des petites déceptions, notamment sur Grigor, un petit peu sur Popyrin, mais en tout cas, c'est tout à fait logique. J'aurais crié au flop si Popyrin avait battu Draper. Donc Draper s'est fait respecter. Disons qu'on attendait peut-être des batailles un peu plus accrochées. Voilà, c'est surtout ça par rapport à ces deux matchs. Rio de Janeiro, bon, ça va être un tournoi particulier. Pour revenir rapidement sur les rencontres d'hier, l'ami Emiliano Alves, hier, il s'est fait torpiller par Shevchenko. Bon, Emiliano Alves, forcément, il a déçu. Pas parce que ça faisait que partie de mon combiné. Hein. Non, hier, il a déçu dans l'attitude. Un super début de match, il break en premier. Il confirme le break, et derrière, patatras. Et dès qu'il y a eu des breaks, parce que Shevchenko a très bien servi, il a très bien servi, il nous a fait parfois du Shevchenko, c'est-à-dire un petit peu de précipitation, et ça va un peu dans tous les sens, c'est un peu une tornade. Mais Emiliano Alves, dans l'attitude, c'était déplorable. Devant son public, il a vraiment des qualités pour embêter Shevchenko, et encore une fois, un match qui peut pousser dans un deuxième set plus accroché, parce qu'il se fait breaker et après il débreak, et après il se refait breaker derrière, et l'attitude elle est pas bonne et les signaux physiques envoyés par Emiliano Alves c'était pas bon. Donc c'est dommage parce que c'est des joueurs qui sont des purs terriens, qui jouent chez eux, et qui dans la tronche n'y étaient pas quoi. Là, le mental c'était dommage pour un premier tour de se frustrer comme ça aussi vite. Et donc bravo à Shevchenko parce que il a tenu bon, le public était hostile, moins taré qu'à Buenos Aires, mais Shevchenko qui a fait son match au bon moment, qui a été quand même assez patient,
Parce qu'il voyait bien que du côté brésilien, la tête n'était pas là, quoi. Donc, belle victoire de Shevchenko, qui affrontera notre ami Zverev au deuxième tour. Ensuite, Komesana contre Gustavo Eide. Pur terrien, quoi. Là, c'est du régal de terrien. Bon, c'est des matchs qui durent, on ne sait combien de temps. Victoire de Komesana, pas évident. J'avais un peu dit dans les pronos, Gustavo Eide, c'était très solide. Eide qui a un petit peu de choc quand même dans le troisième set. Pourtant, avec le gain du tie-break dans la deuxième manche, ça aurait pu... Voilà, ça aurait pu vraiment le pousser et le public vraiment l'a pousser derrière lui. Mais Komesana, il a été super intéressant. Hein. Bonne frappe de balle, des déplacements. Franchement, il arrive à se déplacer à une rapidité qui est assez impressionnante, ce joueur. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner là, pour son deuxième tour. Face à Nico Jarry. Jarry, petite pastille verte pour le frérot, parce que là, on a retrouvé un Jarry. C'est-à-dire qu'il perd le premier set et on se dit... mais où est-ce qu'il va le frérot là? Dis-moi où tu vas. Et c'est comme si pour lui ça a été une espèce de petite lumière et se dire mais en fait on va quand même refaire du Jarry parce que Jarry c'est pas Tabilo, hein. Attention on en reviendra après. Et je dis pas ça parce que Tabilo a perdu. Il y a une vie de famille, il faut pas oublier, comme beaucoup, hein, mais il est très présent avec sa famille, on le voit pas mal sur Insta, tout ça. Et pour lui, c'est très important. Et je pense que lier les deux n'est pas toujours facile. D'ailleurs, super père de famille, c'est un super mec en dehors des cours, quoi, Jarry. Et je pense qu'il a eu cette super saison 2024 et 2025, il y a un peu de crispation. La préparation n'a pas l'air d'avoir été maximum hein, pour le Chilien. Et il faut s'y mettre, quoi. Il n'y a eu que des mauvais résultats jusqu'à maintenant. Juan Manuel Cerundolo, spécialiste de terre battue, il l'a cogné. Et avec la manière, sur les 2 sets qui ont suivi, franchement un top pour Jarry parce que Sana, ça va être encore une autre affaire. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer là. J'aimerais bien que voilà, Jarry se remette parce que c'est un super joueur. Il me fait penser un peu à Anderson, à Kevin Anderson, qui a se déplacer, dans la capacité à envoyer en revers et en coup droit du caramello et surtout au service. C'est gigantesque. On veut voir un Jarry régulier là, dans le top 20, un peu à la voilà, Anderson, à la Isner. Ces mecs-là, on peut les voir toute l'année, quoi. Putain, des quarts, des demi. Donc, super pour Jarry. On a aussi du Munar. Munar qui était solide et surtout, bon, notre ami Seyboth Wild, il nous a fait du Seyboth Wild qu'on n'aime pas voir. Munar, depuis ce début de saison, il est super solide, il est super intéressant. Mais Seyboth Wild dans le troisième, bon, il n'y avait plus les cannes, il n'y avait plus la tête. Qui affrontera Montero. Bon, ça aussi, c'est une belle affaire. Je mettrais plus une pastille verte sur Munar quand même, parce que bon, c'est Seyboth Wild. On n'attendait pas plus du 7. Un 7, il est capable chez lui d'aller chercher plus ou moins n'importe qui sur un 7. Il fait penser un peu à Davidovich Fokina en fait, Seyboth Wild. Quand l'ampoule est allumée, c'est vraiment très très fort. Et quand elle s'éteint, c'est cata quoi. Donc elle s'est éteinte dans le troisième, 6-0. N'en parlons plus. Munar, lui, Constance. Donc c'est victoire logique finalement. Thiago Montero. Thiago Montero qui régale. Ce mec-là, il est bon que à Rio. Est-ce que c'était beau à voir quoi. Lift en coup droit, mais ces accélérations, puis public de dingue. Donc non, Montero, on aime ça. On sait qu'il adore ses ambiances, il adore la terre battue, c'est chez lui. Bravo Montero. Diaz Acosta. Il fait pas la même saison sur terre battue que l'année dernière quand même. Les joueurs de terre, voilà, c'est particulier. Les joueurs de terre, c'est vraiment une partie de l'année. Encore une fois, ça me fait penser un peu au match Eide contre Comel Salah, mais c'est des matchs qui sont longs, 3-7, et du tie-break au troisième set pour Montero. Mais voilà, Montero, il nous a régalé, et puis il a la grinta, il joue. Contre Munar, ça va être intéressant, ça va être un match sympa à suivre. Pour terminer, on va finir un petit peu mal. Tabilo qui se fait pulvérisé par notre cher Tseng. C'est inquiétant quand même. Bah, il n'y avait rien. Il n'y a rien eu. C'était le néant. Alors Tseng solide, hein. Tseng, il a une bonne frappe de balle. Il se déplace bien, c'est un petit gabarit. Tabilo, demi-finaliste à Rome, quoi. Et pour moi, c'est pas Jarry, et j'ai toujours su, je l'ai toujours dit, hein, pas sur cette chaîne, mais de manière générale, Tabilo, c'est pas Jarry. Tabilo, ça fait partie de ces joueurs qu'on pourrait mettre là dans la catégorie des têtes brûlées avec... là, j'ai pas rajouté lui aussi les Yizheng Zhang, les Virtanen, etc. C'est pas vraiment ce qui se passe, quoi.
qu'est-ce qu'il avait dans le crâne en fait hier, Tabilo. Il n'avait pas envie de le gagner ce match, quoi. Enfin, c'est pas possible autrement. Là, il sait pas où il va et il y en a qui sont durs avec lui. J'entends qu'il retourne à son niveau normal. Avec les qualités qu'il a, s'il les sublime, bah, il est capable de faire les performances qu'il a faites l'année dernière. Là, le Chilien, il s'est complètement vautré, quoi. Hein. Beaucoup trop de fautes directes. Au niveau des jambes, c'est catastrophique. Et son service qui lui a permis un petit peu d'avancer, mais quelques fulgurances en coup droit, mais il a arrosé partout, quoi. Donc, bravo à Tseng, malgré tout, parce que Tseng, il a fait son match, il a joué juste au bon moment, il s'est pas paniqué. Bon, bah bravo à lui, hein. Moi je n'ai pas d'autre chose à dire là-dessus. Qu'est-ce qui se passe dans ce tournoi de Doha, mon Dieu. Waouh. Waouh, waouh. La surprise de chez Surprise. Mais avant d'en parler, on va déjà récapituler un petit peu ce qui s'est déjà passé. Bon, déjà, à noter que la valeur sûre, c'est un peu comme l'or, en fait. Alex de Minaur, ça finit pareil. Alex de Minaur qui était super solide face à Safiuline. Match très intéressant, très solide, franchement, voilà, régulier. Safiuline qui a tenté des choses, mais trop précis, trop fort, trop rapide. Alex de Minaur qui s'en est tiré en 2-7. Donc très bon match de la part d'Alex, il continue de confirmer que c'est une valeur sûre du circuit. On a eu aussi du Botic Van de Zandschulp qui ne s'est pas laissé avoir par le local, Shelby. Donc bien de la part de Van de Zandschulp aussi, qui, voilà, ça aurait... Parce qu'on peut se faire piéger sur ce genre de match. Shelby, c'est un joueur qui est très très vif, que Van de Zandschulp, qui a fait parler la puissance sur ce match. Un petit peu trop de précipitation de la part de Shelby, mais voilà, Van de Zandschulp qui a fait le travail. Donc ça fait plaisir de le revoir gagner des matchs comme ça contre des joueurs moins bien classés. Pas voilà, un gros match non plus, mais il a fait le taf et il a été présent. 2-7 sec, très bien de la part de Van de Zandschulp. On a eu aussi du Nuno Borges qui s'est imposé contre la tête brûlée. Il fait partie de cette catégorie de nos têtes brûlées. Otto Virtanen a perdu le premier set au tie-break. Bon, ça c'est un petit peu éparpillé de la part du Finlandais, donc Borges pareil. Encore une fois, c'est la différence entre les têtes brûlées et les mecs qui dans la tronche sont des bagarreurs. Virtanen comme d'autres. Lui, c'est un peu marqué ces derniers temps là, dès que ça va pas comme il veut. Il a tendance à laisser tout ça un petit peu partir à volo, notre cher Virtanen. On a eu un match très 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 intéressant aussi qui s'est joué sur du détail entre Griekspoor et Struff. Match de cogneur, ça a cogné, effectivement. Ça s'est joué sur deux tie-break. Un match très intéressant de la part de Griekspoor parce que on les connaît, ces deux joueurs. Ça se joue sur un fil et c'était le cas. Mais ça montre que Griekspoor, il acquiert de plus en plus d'expérience dans ce genre de match. Match piège, on sent qu'il arrive à garder son calme et son sang-froid plus qu'avant. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que s'il continue de progresser comme ça, j'ai envie de voir la saison de Griekspoor cette année. Il y a des points à défendre un petit peu partout. Je pense que ça peut devenir un joueur très très intéressant si dans la tête, là, ça commence à ranger les casiers, sortir les coups au bon moment, pas s'énerver, pas laisser tomber. Parce qu'il y avait ce côté-là aussi, un petit peu jouer quand j'ai envie de jouer. Et il a passé un petit cap à ce niveau-là. Il nous le confirme encore sur cette victoire sur Struff. Donc bravo à Griekspoor. Zizou Bergs qui s'est imposé en patron contre Roberto Bautista Agut, qu'on avait vu taper la balle avec Alcaraz de manière très intense, très juste. Et Bergs qui a été super, quoi. Un gros service. Il a enchaîné, essayé de réduire les échanges. Bautista Agut, bon, on voit que voilà, l'âge se fait aussi, c'est un peu comme pour Silic, mais c'est pas un mauvais match Agut. Il a joué avec ses armes, mais Bergs qui a été plus fort, quoi. Bergs qui s'en est tiré. Et voilà, il a vraiment réduit au maximum les échanges. Il a super bien servi, encore une fois. Bergs, il avance sans trop se poser de questions. Il sait qu'il est sur le bon filon. Il progresse sur le court, c'est pas un énervé, c'est pas un agacé. On sent qu'il a du sang-froid. Et moi j'aime beaucoup ce garçon. Donc pareil, là ça va être à suivre pour Bergs parce qu'il faut quand même sortir Roberto Bautista Agut
sur dur. Il n'y a pas si longtemps, il a encore remporté un tournoi. Donc, en 2-7, magnifique de la part de Bergs. Une autre de nos têtes brûlées qui pourtant a du talent, Zizen Zhang. Bon, je ne sais pas si en fait il faut repeindre la couette parce que là, je ne sais pas ce qui se passe. Il se fait prendre bien comme il faut par derrière par Luca Nardi. Bon, Luca Nardi, son palmarès, c'est d'avoir battu Djokovic de manière un peu sur dur. Il n'a pas vraiment proposé grand-chose, quoi. Donc sur dur, c'est pas vraiment sa surface. Mais Zizen Zhang, il a proposé un match qui était catastrophique. Hein. Alors, Nardi, il a joué pour le coup son tennis à un très très bon niveau. Il a été constant, il a plutôt bien servi. Il était impactant dans les frappes de balle. Zizen Zhang, il a juste tapé. Et donc il a arrosé comme pas possible en fait. Il nous a fait du Zhang et c'est tellement triste. Parce que ce gars-là, il a tellement de qualité. Je me rappelle quand il a battu Fritz là à Madrid. Un truc de dingue au complet. Quand tout rentrait dans le terrain, c'est pour ça que ça me fait penser à Karatsev, ça me fait penser à tous ces mecs là. Virtanen, c'est pareil. Tous ces gars-là, si les balles elles sont dans le terrain, ils sont top 20. Quoi. Mais pour les mettre dans le terrain, il faut avoir un peu de cerveau. Mais bon, voilà, c'est pitoyable. Hein. Zizen Zhang, sur dur. Ah, si tu perds en 3-7. Bats-toi, fais quelque chose. Quoi. Donc, il est peut-être venu chercher le Chécos, notre ami Zhang, mais il n'y avait pas de volonté, il n'y avait pas de détermination. Il fait du Zhang qu'on n'aime pas. Du tennis champagne, et puis je sais pas de réaction sur le visage, pas d'agacement, juste jouer, balancer des balles. Bon, ça rentre tant mieux, ça rentre pas tant pis. Il s'est régalé Nardi, donc bravo à lui, et Zhang, bon bah, pastille rouge pour notre ami. Rublev, qui a été super solide contre un Bublik moins frais, j'ai trouvé qu'à Marseille, plus facilement friable mentalement. Bons appuis là, où Bublik il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Et dès que l'échange s'est un petit peu engagé, Bublik a soit un petit peu surjoué, et Rublev, lui, il n'a pas fait tant de fautes que ça, donc il a aidé solide dans la tête, parce que Bublik, on ne sait pas vraiment comment l'appréhender. Et il n'a pas basourdé son match, Bublik, il a joué. Donc bravo à Rublev, parce que c'est une bonne victoire, ça, sur dur. À voir pour la suite pour Rublev. Medvedev-Kachanov, gros match, très gros match entre Russes. Ils se connaissent bien, les deux. Kachanov qui retrouve un petit peu de sa superbe parce qu'on l'a vu bien jouer aujourd'hui, mais face à un Daniil Medvedev ressuscité. Aujourd'hui, on a retrouvé un Medvedev qui est monté au filet, qui a été agressif, qui n'a pas fait que subir son jeu, même s'il a un déficit de puissance par rapport à Kachanov. Kachanov qui a vraiment bien joué. Mais on a senti un Kachanov friable dans les moments importants. Medvedev, on l'a vu agacé au premier set, mais il s'est ressaisi. Et surtout, il est allé chercher cette victoire au caractère. Et alors là, ça, j'avoue que là, Medvedev, chapeau, parce que Kachanov, il fait un gros match. Et Medvedev, franchement, physiquement, là, il était monstrueux, parce que Kachanov, vraiment, il l'a embêté. Hein. Il l'a pas mis à côté, il a vraiment joué son jeu, Kachanov. Rapidité de déplacement de Medvedev, l'engagement dans la balle, cette volonté d'aller de l'avant. Là, Medvedev, chapeau, grosse pastille verte pour Medvedev. Il fait peur, hein. Là, quand il joue comme ça, il fait peur. Vous pourrez me dire, c'est que Kachanov, non, vraiment, Kachanov, si vous avez regardé le match, il a fait un très bon match. Là, Kachanov joue très bien, et Medvedev, trop fort. Et il l'a à l'usure, en fait. Il nous a fait une Daniil Medvedev, comme on aime le voir jouer. Et ça fait super plaisir. Bravo à Daniil. Il faut que ça continue sur le tournoi. Voilà les amis. Alors moi j'ai des origines italiennes, donc je suis content. J'aime beaucoup Berrettini. Charismatique, jeu très puissant. Pas de bol avec son physique, mais il s'accroche, le frérot. Et Matteo Berrettini qui sort Novak Djokovic au premier tour. Alors ce match-là, il y a des choses à dire. Il y a des gens qui vont dire « Oui, mais Djokovic, il n'était pas à son niveau. Oui, mais si, oui, mais ça. » Djokovic, c'est peut-être pas Djokovic Prime, on est bien d'accord. Parce que Djokovic Prime, s'il joue Prime à tous les matchs, il y a peu de chances qu'il perde. C'est un bon Djokovic. C'est un bon Djokovic. On peut pas dire que Djokovic fait un mauvais match. Mais c'est Berrettini qui fait un très gros match.
Là, j'ai retrouvé le Berrettini des années, les grandes années. Wimbledon, j'ai retrouvé un Berrettini en revers solide. Il utilise très bien ce choc. Il y a eu aussi des accélérations de revers très intéressantes, telles qu'on le voyait faire avant. Un coup droit, c'est même plus un coup droit, c'est coup de gun, c'est une précision. On va parler français, j'en ai rien à cirer. On peut me dire Alcaraz ce que tu veux, Berrettini c'est le meilleur coup droit du circuit. Je ne veux pas parler avec personne. Là, ce coup droit-là, comme il nous le faisait avant et comme il est aujourd'hui, Berrettini c'est le meilleur coup droit du circuit. Je veux rien entendre avec personne. C'est le meilleur coup droit du circuit. Là, objectivement, il n'y a même pas photo. C'est encore meilleur que Sinner. C'est encore plus impactant. Ah, c'est trop fort. Quand le coup il part, c'est trop fort. En termes de régularité aujourd'hui, c'était monstrueux. Donc Berrettini, incroyable. Au service, il a été patron et il n'a pas tremblé en fait dans les moments importants. Et avec cette confiance-là, il va faire mal. S'il refait une saison comme ça, il part comme ça. Là, je vous dis que le dur américain, il peut aller faire des résultats. Terre battue, visiblement, il s'est joué sur terre, parce que l'année dernière, il remporte Marrakech, je crois. Demi, comme on l'a dit, à Roland. Il y a eu de la finale à Madrid. Il rejoue comme ça. Il va faire une grosse saison. Berrettini, attention, parce que là, il arrive en Ferrari. Là, c'est... Hop, hop. Attention, Berrettini, c'est du très lourd. C'est du très lourd. Donc voilà, j'encense Berrettini parce qu'il le faut. Djokovic fait pas un mauvais match. Oui, il n'est pas prime. Oui, il a été plus friable, mais je pense qu'il a été perturbé par le niveau de Berrettini. Parce que la dernière fois que Berrettini et Djokovic ils se sont joués, on va dire à un niveau vraiment où les deux étaient vraiment là, c'était à Wimbledon. Et Berrettini perd en 4-7 en finale. Face à Djokovic à Wimbledon, un Djokovic qui avait des années de moins, qui était Djokovic, quoi. Là, oui, c'est Djokovic plus âgé. C'est un Djoko qui est peut-être pas le Djoko qu'on veut voir qui est prime, mais c'est pour moi un très bon Djokovic qu'on a vu aujourd'hui. Impliqué, point serré, il n'a pas... Mais Berrettini était meilleur. Voilà, il n'y a pas à dire. Donc, victoire de Berrettini sur Novak Djokovic, une bombe atomique, mais je suis très content. Non pas de la défaite de Djokovic, mais je suis très content de la victoire de Berrettini. Qui rejoue à ce niveau-là, parce qu'il s'est cherché entre cette année, l'année dernière de transition, où il a eu faire des belles choses, mais il remporte des trophées. Mais on a senti contre des joueurs comme Holger Rune ou d'autres, c'était plus dur de pouvoir s'imposer. Là, une victoire comme ça sur Djokovic, je pense que ça va lui donner un boost monstrueux d'adrénaline, de confiance en lui. Ça va faire très mal. Là, je pense que, parti comme ça, s'il n'est pas encore embêté par les blessures, Berrettini, ça va jouer très fort. Attention à lui. Je me réveille ce matin. Il fallait... Effectivement, j'ai vu le match de Tsitsipas. C'est pour ça que ma casquette est à l'envers ce matin. Alors là, je pense qu'il faut prendre des fumigènes à Doha. Peut-être faire un appel à témoins, parce que la disparition de Stefanos Tsitsipas est terrible. Il joue Medjedovic. La semaine dernière, le mec se plaignait avant la finale, Medjedovic, que physiquement ça tirait. Voilà, il arrive ici à Doha, il vient je pense pour deux raisons. La première pour voir s'il est capable d'enchaîner. Si physiquement ils sont capables de jouer, en plus ça fait du beurre dans les épinards de jouer en premier tour. Quoi qu'il arrive, il récupère un prize money aussi. Donc qui est plus élevé à Doha effectivement. Et surtout la Tsitsipas. On se confronte à Tsitsipas, voir s'il est capable d'enchaîner contre Tsitsipas. Et Tsitsipas n'y arrive plus. Je vois pas comment est-ce que ce gars-là peut remporter un titre du Grand Chelem. Pour moi, il y a une séquence qui résume tout le match. C'est-à-dire qu'on a un Medjedovic qui se blesse, c'est un 5-4 je crois. On le voit vraiment, il se blesse. La façon dont il boite, c'est que vraiment, il se blesse, se fait mal. Mais bon, abandonner là 5-4, ça a tiré.
allez, oui, je comprends tout à fait qu'il la joue, voilà, et le mec il est capable de jouer, et puis c'est encore à chaud, donc à chaud ça peut encore tirer un peu, mais allons-y. Et puis voir qu'en face, Tsitsipas... Bah, en fait, sur l'ensemble du match, qu'est-ce qu'il y a à dire? La puissance de Medjedovic fait que bah, il est embêté. Medjedovic, là, moi, il m'a impressionné parce que si vous voulez, la capacité, comme on l'a vu sur l'extrait, là, d'envoyer en coup droit des trucs de dingue tout le match, c'est complètement fou ce qu'il a réussi à réaliser quand même en termes de cadence. Tsitsipas, comment est-ce qu'un mec de ce niveau-là ne trouve pas de solution? Alors, je veux bien tout ce qu'on veut, Medjedovic, la puissance, mais je sais pas, le revers de Tsitsipas, c'est pour ça que je vous dis, cet extrait il résume tout, parce que le revers, espèce de cloche là, qui maîtrise pas son revers, et derrière, il n'y a pas de solution, il n'a pas de solution, donc il y a deux façons de le prendre, c'est soit c'est Medjedovic qui est super fort, et c'est le cas, soit il y a un moment donné où Stefanos Tsitsipas c'est aussi limité. Il y arrive plus, il n'arrive plus à jouer, il n'arrive plus à enchaîner, et puis il n'arrive surtout plus à conclure les matchs quand c'est un peu chaud, quoi. Alors, il l'a fait contre Griekspoor, parce que Griekspoor s'est complètement surcrispé. Plus derrière, il se fait atomiser la tronche le tour d'après. Il passe par Mattia Bellucci, donc bon, Tsitsipas, encore une fois, il y a des phases de jeu qui sont très intéressantes. Il y a ce coup droit qui est très efficace, il y a ce service qui est très efficace, mais c'est dingue parce que quand l'échange s'est vraiment installé, si ça finissait pas en 4-5 coups de raquette, Tsitsipas, il n'a pas de revers. Donc si vous voulez, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Medjedovic, avec sa puissance, il va sur le revers, et à un moment donné, le point se termine pour Medjedovic. Je sais pas s'il jouera le prochain tour, je pense pas. Bravo à lui, il a été chercher sa victoire. Tsitsipas qui... Peut-être, je sais pas, peut-être un peu d'orgueil, peut-être... J'avoue que je sais pas trop ce qu'il y a dans le crâne de Stefanos. Bravo à Medjedovic pour un match très solide, très 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 solide, mais il va falloir qu'il se repose maintenant. Et Stefanos Tsitsipas, il va falloir passer à autre chose parce que... Voilà, faut peut-être... Je dirais presque laisser passer la tournée américaine ou vraiment y aller à tâtons. On sait que sa surface de prédilection, c'est la terre battue, donc autant aller sur la terre battue, voilà, enchaîner tout de suite sur la terre battue européenne, quoi, parce que bon, là, sur dur, ça devient bizarre, quoi, hein, donc voilà, on va passer à Rio pour terminer tout ça, pour faire voilà, des petits commentaires, on va dire, sur l'ensemble des matchs. Sébastien Baez, le tenant du titre, qui s'en est sorti face à Boruchaga, de match de terrien, effectivement, hein, mais Baez qui était plus impactant, des déplacements très très intéressants, et surtout une puissance de frappe qui fait penser un petit peu à Diego Schwartzmann des grandes heures. Bravo à Baez qui continue sa route. Alexander Zverev, Alexander Zverev, je vais vous résumer son match avec une séquence aussi. Vous voyez, la séquence que vous venez de voir là, c'est ce qui s'est passé tout le match. Sauf que Zverev gagne le match, donc bravo à Alexander Zverev, mais j'ai envie de dire, battre Bu sur terre battue, Bu lui donner un trophée pour finaliste de Roland Garros, quoi. Mais bon, il fallait le battre. Parce que Bu a joué sa chance, mais il a pu aussi jouer sa chance parce que vous avez vu sur l'extrait, et que je te pousse la balle, et que je te pousse la balle. Bah oui, à un moment donné, Bu, il accélère, hein, il est capable, il a le coffre pour ça, donc effectivement. Et que ça te choque pas au moment de servir pour le set, je veux bien voir la physionomie du match. Parce que derrière, il craque un peu pour le set, il se crispe, Zverev, lui, il a joué à l'expérience et il gagne au tie-break. Mais, vous voyez, c'est pas un match facile, alors il le gagne, mais il se dépense tellement d'énergie, quoi. C'est dingue. Alors qu'il pourrait construire ses points, les chercher, terminer ses frappes, surtout sur ses jeux de service, il a un service qui est tellement fort. Mais non, on rajoute de la cadence, on y retourne, on y va, on se bat sur cette ligne de fond, là, 3-4 mètres derrière, et on attend. Donc bravo à Zverev, mais voilà, je sais pas ce qu'il peut faire d'extraordinaire dans ce tournoi. Mais quand même bravo à lui, puisqu'on sait qu'avec ce niveau moyen, il est capable d'aller chercher voilà, après n'importe qui.
Mais heureusement qu'il ne s'est pas tapé Fonseca au premier tour. Pour parler de Joao Fonseca, bon, physiquement, on voyait que c'était compliqué. Mais énorme mention spéciale pour mon cher Alex Müller. Parce qu'il faut le sortir, le Fonseca. Il a recommencé ses fulgurances de coups droits. Il a retrouvé de sa superbe dans le deuxième set. Alex Müller qui a joué juste. Il a eu les cannes. Il s'est super bien déplacé. Il a une super main. On le voit d'ailleurs sur la balle de match. C'était pas le Fonseca de toute fraîcheur. Mais il n'était pas non plus sur une jambe, quoi. Donc bravo à Alex Müller qui a fait un super match. Et la célébration à la fin. La petite clim dans le stade de Rio. Bravo à lui, c'est pas décontenancé et franchement, il m'a régalé. Oh. Bon, il a perdu, mais il nous a fait du moutet. Corentin, le frérot, il s'est un petit peu embourbé dans le premier set. On sentait que la chaleur, ça lui a tapé un peu sur le système. Le deuxième est plus intéressant, il va le chercher au tie-break, mais il le perd, ce tie-break. Donc, il perd en 2-7, 6-1, 7-6, mais c'était intéressant. Il nous a fait du Corentin. Et moi, ce que j'aime avec ce mec, c'est que il est super intelligent parce qu'il se sert de toutes ses armes possibles pour pouvoir gagner un match de tennis. Alors il a quand même réussi à discuter avec l'arbitre par rapport à un moment donné une balle qui était faute alors que c'est l'arbitre vidéo. Donc tu me régales. Coco, tu nous régales frère. Tu nous régales. Voilà. Il nous faut plus de Corentin Moutet dans le circuit. Mais Coco, tu t'es bien battu. La victoire d'Etcheverry. Francisco Cerundolo qui confirme sa bonne forme face à un autre Français qui lui a été moins vaillant. Et surtout dans la tronche qui a été un petit peu moins combatif, c'est Hugo Gaston qui a un petit peu laissé passer tout ça dans le deuxième. Il se prend une bulle dans le second, on sait que Cerundolo, ça a pu lui faire mal de perdre ce titre chez lui, c'était l'opportunité de taper un joueur comme ça sur terre battue. On aurait pu prendre ce shot là, ça aurait pu être pas mal pour lui. Hugo Gaston, voilà, depuis ce Roland Garros, ce fameux Roland Garros, on a vu un petit peu quelque chose en fin d'année dernière, bon, sur terre battue, mais là, c'est bon, voilà, c'est compliqué. Dommage cette défaite. Alors moi, j'ai une pastille rouge à mettre, c'est sur Dujan Lajovic. Bon joueur de terre battue. C'est parti, quoi. Il s'est fait torcher par Damir Dzumhur. Alors, Damir Dzumhur, l'essentiel de son jeu, c'était de bien servir, relativement, d'attaquer quand il le pouvait, mais surtout de renvoyer la balle. Mais Lajovic, je sais pas, il a pas cherché, il a continué de vouloir terminer les points, de vouloir jouer long, de vouloir jouer bombé, et il renvoyait tout, quoi. Dzumhur, il avait 8 poumons hier. Donc bravo à lui, mais flop pour Lajovic, là. Pastille rouge pour notre cher Dusan, parce que il a une bonne main. Je comprends pas pourquoi il n'a pas varié ses coups. Il avait ce revers sauté à chaque fois, Dzumhur, qui faisait mal. Et cette balle qui arrivait à peu près à hauteur de hanche, il arrivait à la manier un peu comme il voulait, Dzumhur. Donc Lajovic, j'ai pas trop compris. Dans la tête, il n'a pas cherché à trouver une solution. Il s'est embourbé, non pas qu'il n'avait pas envie pour le coup. Il avait envie de trouver des solutions. Mais je sais pas, il n'a pas cherché au bon endroit, il a voulu continuer en se disant bah, de toute façon je suis plus fort que lui, ça va passer. Ce qu'on s'est plus ou moins tous dit en regardant le match. Mais en fait Dzumhur il renvoyait tout. Et donc victoire logique de Dzumhur parce que beaucoup trop d'erreurs du côté de Lajovic. Et c'est dommage, c'est une petite surprise quand même parce qu'on le voyait passer. Deux duels hispaniques entre Argentins et Espagnols. 2 victoires des Argentins, de Hugo Carabelli sur Pedro Martinez, un gros match. Hugo Carabelli, on le savait, hein, gros joueur de terre battue qui monte très très bien, qui fait une très bonne saison sur son challenger là. Et là c'était du lourd parce que Martinez il a vraiment bien joué. Mais Hugo Carabelli, c'était puissant. Encore une fois, c'est des matchs de terrien qui sont longs, avec des styles de joueurs qu'on connaît, des mecs qui se déplacent fort, revers à deux mains. Voilà, ça tape, ça maîtrise la surface comme personne. Et pareil pour Navone contre Carballes Baena. Là, il n'y a pas vraiment de surprise. Carballes, un peu en dessous en termes de puissance, un peu en dessous surtout en termes de tactique. Tactiquement, c'était un petit peu limité. Il a fait ce qu'il a pu. On a vu voilà, vraiment la limite qu'il y avait entre ces deux joueurs.
Mariano Navone qui fait partie vraiment du top 20 sur terre battue. Vraiment, Mariano Navone, c'est très solide. Donc voilà les amis, longue vidéo, il y avait beaucoup de choses à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Évidemment, mettre un like si elle vous plaît, pour que je continue mon travail, parce que effectivement c'est une chaîne qui est nouvelle. Donc il y a pas mal de boulot et il faut faire connaître tout ça. Si les analyses vous plaisent, n'hésitez pas à commenter pour référencer et pour donner votre avis surtout sur les premières journées de ces tournois 500 de Rio et de Doha. Je vous souhaite à tous de bons matchs, de bons visionnages. Je sais tes matchs, à demain.